Mademoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Ceci est une surprise aussi bien pour vous que pour moi. Parce que je n'avais pas prévu de faire un quatrième épisode sur Les Misérables. Mais passer au travers de ce livre sans parler de Javert serait catastrophique pour la compréhension intrinsèque du concept de la conscience. Donc, vous pouvez considérer cet épisode comme une sorte de bonus qui vient cependant à propos, puisque forcément, dans notre ascension vers la masculinité, esquiver la compréhension de la conscience serait un incident remarquable. Alors, qui est Javert? À son introduction dans l'œuvre, Javert est décrit physiquement et mentalement par l'auteur. Sa description n'est pas très complexe en cela que tout en la personne de Javert semble avoir été créé exprès pour qu'il soit la main armée de la justice, c'est-à-dire un gendarme. D'abord, la description physique que l'auteur fait de ce personnage est très délibérée. Victor commence par dire qu'il a une haute stature, qu'il ne souriait que très rarement et que par ces rares moments où il souriait, son rire était beaucoup plus une chose affreuse et effrayante qu'une chose qui chez les gens normaux enjolive leur visage. Ses gros favoris ont été mentionnés exprès pour donner du poids à l'aspect effrayant qu'on lui suppose déjà. Plus loin, l'auteur parle de sa tenue physique. Il va même jusqu'à comparer cette droiture à la droiture même de son âme. Ce qui signifie que dans l'idée de Javert, il ne se connaît qu'un seul devoir: être la justice et servir l'autorité. Javert est un être simple. Pas qu'il soit bête, mais pour lui, les concepts du bien et du mal sont hors de portée. Ce qui compte pour lui, c'est la voie de la justice et surtout celle de l'autorité. Notons, avant d'aller plus loin, que quand on parle d'autorité dans l'idée de Javert, ce n'est pas en tant que personne qui porte et assume une autorité, mais plutôt la figure impériale qui ne se détache du nom que l'on donne à la personne qui exerce l'autorité, quand cela que cette personne n'exerce que l'autorité. En gros, le maire pour Javert, ce n'est pas l'être humain qui assume ce poste. C'est plutôt la composante abstraite que représente l'idée d'un maire. Donc, pour lui, c'est une autorité sans visage qui peut être assumée par n'importe qui. Nous comprenons donc que ce n'est pas à celui qui porte le titre de maire que Javert pourrait avoir du respect, mais au titre de maire lui-même. Puisque pour lui, il n'y a pas de société ordonnée sans autorité. Vous comprendrez cela à mesure que nous évoluons. Malgré cette rigidité de Javert qui se veut servant de la société, l'on admet que Javert a toujours esquivé volontairement ou involontairement, soit dit en passant, mais a toujours esquivé cependant ce qui fait l'homme. Et cette chose, qu'est-ce? Eh bien, cette chose, c'est la possibilité de définir une échelle de jugement par rapport à soi et les autres. Javert n'avait pas cette échelle de jugement, ou du moins, dirons-nous plus clairement,
elle n'est pas nuancée. Pour lui, elle ne comporte que deux extrémités. Ce qui est accepté par l'État, représenté dans la loi, et ce qui ne l'est pas. Et c'est en cela qu'il est un personnage tragique et intéressant à la fois. Cependant, cela va un peu plus loin. Le fait est que Javert n'est pas une personne, mais plutôt un personnage. Et je dis personnage pas dans le sens où il est acteur d'un livre, mais je dis personnage ici dans un autre sens. Je dis personnage dans le sens où il incarne un ensemble de caractères humains basiques, mais qu'il n'est pas forcément capable d'implémenter ceux qui participent de la complexité de l'esprit humain. Et c'est justement là que les choses peuvent se compliquer pour n'importe qui se retrouve sur son chemin. Analysons ses relations avec son ennemi public numéro 1, en la personne de Jean Valjean. Nous savons de 3 épisodes précédents que Jean Valjean a eu des démêlés avec la justice. Au moment où le père Champmathieu a été faussement confondu avec Jean Valjean, Javert dira qu'il l'a reconnu lui-même puisque quelques années auparavant, il avait été un garde dans la prison où Jean Valjean avait été enfermé. Le fait est que Champmathieu n'était jamais allé en prison, ce qui fait que Javert ne pouvait pas l'avoir reconnu. Mais Champmathieu ayant été accusé d'avoir volé des pommes, récidiviste donc aux yeux de Javert, ne pouvait donc pas manquer d'être Jean Valjean. La raison en est que, selon son jugement à lui Javert, il est impossible qu'une personne malhonnête revint sur le droit chemin. Il est donc un fait remarquable que même la rigidité de conscience de Javert aveugle son jugement à plusieurs égards. Plus loin, quand Jean Valjean s'est dénoncé comme étant le vrai Jean Valjean pour éviter que Champmathieu aille injustement en prison, mettant fin ainsi à son règne de M. Madeleine, Javert s'est dépêché d'aller le cueillir et ne s'est même pas ému qu'il soit en train de veiller Fantine qui était en train de pousser son dernier soupir. Remettons-nous ici dans le contexte de ce qu'est M. Madeleine. Eh bien, M. Madeleine, avant de devenir maire, nous l'avons dit plus tôt, a ouvert une industrie, l'industrie des verreries. Il a révolutionné cette industrie et a offert à la ville de Montreuil-sur-Mer le genre de prospérité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Bien entendu, qui dit prospérité dit boulot, infrastructure, hôpitaux et j'en passe. Monsieur Madeleine a ouvert tout cela et plus encore. Chaque jour, disait-on, il sortait de chez lui avec les poches pleines de pièces, d'argent, puis rentrait chez lui avec les poches vides, puisqu'il partageait tout son argent. Parfois même, il entrait par effraction dans la maison des gens juste pour leur donner de l'argent. Nous comprenons bien l'étrangeté de la chose, car pendant que la plupart des gens entrent par effraction pour voler des gens, lui, Jean Valjean, il entre plutôt pour donner et offrir. Mais ces faits sont explicables simplement par son besoin compulsif de faire du bien. Pas compulsif dans le mauvais sens, mais dans le sens plutôt que l'effet divin que l'évêque de Digne a eu sur lui a fait de lui un homme qui aspirait à la sainteté. Besoin égoïste, nous le concevons, mais d'un égoïsme sain, qui vient même de la souffrance que Jean Valjean a vécue. Après observation de tout cela, il ne serait pas étrange qu'un inspecteur normal eût de la clémence pour Jean Valjean. Cependant, Javert, comme nous l'avons dit, ne connaissait pas ces complications-là. Pour lui,
Jean Valjean était un hors-la-loi et il n'était pas possible qu'il changeât en homme bon, car pour Javert, les méchants ne peuvent pas devenir bons et ils ne méritent pas d'être même dans la vicinité des bons. Notons aussi que Javert a connu Jean Valjean sous 3 identités différentes. Et ces 3 identités, d'une manière ou d'une autre, ont énormément influencé Javert. D'abord, comme nous l'avons dit plus tôt, il a connu en tant que prisonnier où il était garde. Là, il a connu en tant que le numéro d'écrou 24601. Il ne s'est pas approché de lui. Il n'y a pas eu de relation entre eux. C'était l'époque pendant laquelle Jean Valjean ne connaissait pas encore la rédemption. Donc certainement, tout ce que Javert a fait à cette période-là, c'était se contenter de le traiter comme un prisonnier. Rien de plus. Aucune interaction. Ensuite, il a connu comme étant Monsieur Madeleine, l'homme changé, transfiguré, nouveau, qui cherche le ciel et fait le bien autour de lui. Et pour finir, il a connu comme étant Monsieur Fauchelevent, cette dernière identité que Jean Valjean a dû prendre pour échapper à Javert un jour où il était sur ses traces. Tout cela a conforté Javert plus avant dans son idée où Jean Valjean représente une menace pour la société. Car sinon, pourquoi une personne se donnerait autant de peine pour échapper à la loi s'il était vraiment inoffensif comme il le prétendait? Pour Javert, la vertu n'est pas négociable. Soit elle est là, soit elle n'y est pas. Elle ne peut pas se cultiver. Elle ne peut pas croître et par conséquent ne peut pas devenir après avoir été inexistante. C'était un peu ce que représentait Javert. De tous ces éléments, quelques spécificités nous sautent aux yeux. On peut citer l'âpreté de la conscience, le sens du devoir et le dédain du vice. Toutes ces choses-là suivent une seule ligne et n'admettent aucunement ce que l'on appelle communément des circonstances atténuantes, ou plus vulgairement, des surfaces grises, c'est-à-dire ni noires ni blanches. À partir de ce moment, nous commençons par entrer dans l'esprit et dans l'âme de Javert, et nous commençons à y voir plus clair. Ainsi alors, Javert n'imagine pas un monde où les gens qui ont été soupçonnés une fois d'une mauvaise action puissent s'élever et se remettre encore dans les bonnes grâces de la société. On pourrait dire même que sa droiture est idiote et irréfléchie. Quand Jean Valjean lui demande la faveur de lui permettre d'enterrer Fantine, il ne le lui permet pas. Il trouva même que la demande est effrontée. Et l'auteur nous renseigna sur la chose en faisant se demander à Javert, mais qu'est-ce qui fait penser à ces gens que je suis capable de clémence? Fin de citation. Ils mettent dans le même panier Jean Valjean, Thénardier et Fantine. Le fait est que, même si Javert connaissait profondément l'histoire de tous ces personnages comme nous autres lecteurs la connaissons, il ne lui apparaîtrait pas moins que Fantine était quand même une fille sans vertu et que Jean Valjean était comme les Thénardier, des gens sans vertu. Donc, pour lui, Fantine, Thénardier et Jean Valjean sont à mettre dans le même panier. Parce que lui, il n'est pas important pour lui de comprendre l'histoire des gens, de comprendre que Fantine et Jean Valjean sont beaucoup plus résultats de leurs circonstances et qu'ils ont essayé quand même de rester de bonnes personnes. Thénardier n'a jamais essayé d'être une bonne personne. Il s'est volontairement plongé dans le crime. Mais pour Javert, toutes ces personnes-là sont pareilles parce que pour lui, à ses yeux, il n'y a pas de vertu dans ces gens-là.
Cependant, notons bien que l'intransigeance de Javert n'a pas d'objet que les autres. Il se l'applique également à lui-même. Chose louable, puisque ça voudrait dire qu'il ne se sent pas au-dessus des lois. Nous l'avons vu à 2 reprises. Les 2 seules fois où Javert avait admis qu'il avait eu tort. La première fois, c'était quand il a dénoncé le maire Madeleine comme étant Jean Valjean, mais que plus tard, l'erreur commune a fait qu'il croyait s'être trompé sur Monsieur Madeleine en le confondant à Jean Valjean, alors que le vrai Jean Valjean était celui qui affirmait s'appeler le père Champmathieu, chose qui n'est pas complètement correcte, puisque rappelons-le, Champmathieu est vraiment Champmathieu. Et Monsieur Madeleine a dû se dénoncer finalement pour que le vrai Jean Valjean puisse éviter à Champmathieu d'être accusé injustement. Mais avant l'autodénonciation de Jean Valjean, Javert avait déjà des soupçons sur lui. Et ces soupçons se sont amplifiés au point même de le courroucer quand M. Madeleine est venu en aide à Fantine, qui allait être enfermé à cause de ses démêlés avec le bourgeois qui lui avait manqué de respect. Puisque ses soupçons avaient manqué leur but, il est revenu dire à M. Madeleine qu'il avait tort et qu'il s'est plaint de lui en haut lieu et qu'il ne méritait pas son poste d'inspecteur puisqu'il avait saboté l'autorité à tort. Plus tard, cependant, quand Jean Valjean s'est dénoncé, il est revenu sans pitié pour lui. Nous observons 2 choses. La première étant la preuve, comme on l'a dit plus tôt, que Javert ne respecte pas l'autorité en tant que personne, mais en tant qu'image, puisqu'à différentes occasions, il s'est comporté différemment vis-à-vis de Jean Valjean, selon qu'il soit autorité ou forçat. La deuxième chose est que quand il s'est cru coupable d'avoir saboté M. Madeleine, il a insisté pour que celui-ci lui applique le même traitement qu'il lui aurait appliqué si lui, Javert, n'était pas dans le tort. En gros, il a voulu être renvoyé, traité sans pitié, puni et j'en passe. La deuxième fois qu'il s'est reconnu dans l'erreur, c'est quand, rendu prisonnier par Enjolras, dans la barricade, il a été libéré par Jean Valjean. Ici, nous exprimons le conflit profond intérieur qui s'est fait dans le cœur de Javert. Il a poursuivi Jean Valjean pendant plusieurs années, l'a persécuté, l'a enfermé, l'a traité comme un vulgaire animal qu'il le croyait être. Mais au moment où, lui, Jean Valjean, s'était retrouvé en position de force et aurait pu tuer Javert, qu'il avait persécuté autant, eh bien, il l'a délivré. C'est une chose que Javert, lui, n'aurait jamais fait, car non seulement il ne croit pas en la clémence, comme nous l'avons dit, mais encore que, même s'il y croyait, il ne se croirait pas le droit de délivrer dans la société une personne qu'il estime aussi dangereuse que Jean Valjean. Et voilà que, subitement, Jean Valjean montre sa clémence envers lui. Maintenant, il est confus, perdu mentalement. Il se demande ce qui se passe. Il commence à changer, à se poser des questions. Il se demandait si, jusque-là, il avait eu tort de faire confiance exclusivement à sa conscience. Il se demandait de quel côté il se retrouvait. S'il offre le pardon à Jean Valjean, eh bien, il agit contre la justice. Mais s'il se remettait à la poursuite de Jean Valjean, alors cela voudrait dire que lui, Javert, il manque d'honneur, car c'est manquer d'honneur que de se remettre à la poursuite d'une personne qui nous a laissé la vie sauve. Dans les 2 cas, il y a une partie de lui qu'il tuait, qu'il laissait périr. En ce moment, Jean Valjean devenait une catastrophe pour Javert, une sorte de problème irrésolvable.
une contradiction sur pattes. Puisque, selon son expérience à lui, les méchants n'étaient pas censés sauver des gens. Ils n'étaient pas censés se sacrifier pour sauver des gens. Puisque, pour ceux qui ont lu le livre, eh bien, ils sauraient que Jean Valjean s'est aussi sacrifié pour sauver la vie de Marius Pontmercy, qui deviendra plus tard le mari de Frasie, c'est-à-dire Cosette. Toutes ces choses-là commotionnaient Javert. Il se demandait quel était cet homme qu'on appelait Jean Valjean, Madeleine ou Fauchelevent. La vie aurait été plus simple pour lui si cet homme était resté méchant. Mais voilà que maintenant, il s'en allait par la rue, donnant de l'argent aux pauvres, sauvant des vies et risquant même la sienne parfois. Il ne pouvait pas supporter cela. Jusqu'à ce moment, il n'avait jamais eu à se poser des questions. Lui, il va à la chasse aux méchants, et c'était tout. Mais maintenant, il fallait qu'il se mît à réfléchir sur la moralité de telle ou telle personne. Il ne pouvait pas faire cela. Il ne pouvait pas décider de qui entre lui ou la justice avait raison. Plus encore, il ne pouvait pas rendre un verdict juste entre la justice des hommes et celle de Dieu. Javert avait toujours eu cette vision claire de la loi. Il n'avait jamais opéré selon l'idée que les choses pourraient ne pas être ce qu'elles semblaient être. Pour lui, c'est toujours blanc ou noir. Subitement, il voit que ce n'est pas forcément le cas. Il est confus. Il voit que la vie d'inspecteur qu'il a menée jusque-là n'a plus de sens, puisque les vérités sur lesquelles il a basé sa carrière jusque-là ne sont que frêles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé en se jetant dans la Seine. La seule chose que nous pourrions potentiellement reprocher à Javert, c'est son manque de nuance, son manque d'ouverture d'esprit, cette propension entêtée à croire que les choses sont toujours ce qu'elles apparaissent et qu'il ne peut pas y avoir de situation sous-jacente. C'est là son seul tort. La leçon que je voudrais que nous tirions de cet épisode est que, en tant qu'homme, nous devons être critiques et essayer de régler notre vue sur toutes les choses que nous voyons de sorte à en envelopper les contours avant de porter un jugement. Les choses du monde sont beaucoup plus sophistiquées que ce que nous pensons. Si nous jugeons au jugé, il se peut que nous fassions du tort à beaucoup de personnes sans le savoir. Nous l'avons vu, Javert a poursuivi Jean Valjean inconsidérément pendant des années et lui a fait du tort en croyant protéger la société, alors que son manque de nuance l'a empêché de voir que Jean Valjean n'est pas vraiment une mauvaise personne. Messieurs, soyons classe, soyons perspicaces. Les choses peuvent ne pas être ce qu'elles semblent être. Ouvrons nos yeux et voyons plus loin que l'apparence. Cela pourrait éviter beaucoup de souffrance. Javert est un homme juste, mais d'une justice aveugle et intempérée. D'une justice qui juge de ce qu'elle voit et non pas de ce qui est. D'une justice qui manque de sagesse et de discernement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une justice qui manque de sagesse et de clairvoyance? Eh bien, c'est tout simple. C'est une injustice. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous remercie.